Et on peut dire qu'à partir du XVIIe siècle, en effet, avec la science moderne, on a fait l'expérience d'un univers infini qui a été une source de grand traumatisme pour les gens de cette génération qui, tout d'un coup, voyaient que les planètes n'étaient plus la demeure des dieux. Et au XVIIIe siècle, on a produit une idée nouvelle, j'ai envie de dire, de substitution, qui est celle du progrès, qui est devenue une espérance laïque que le monde pouvait en effet être infini malgré l'absence des divinités. Et ce monde qui est appelé de ses voeux par la philosophie des Lumières a été très vite capté par les économistes, Adam Smith et les autres. C'est devenu le monde où la promesse proposée est celle de la prospérité matérielle, de la croissance économique. Et depuis la révolution industrielle du 18e, 19e siècle, de la fin du 18e siècle, nous vivons dans ce registre où la promesse du progrès est la promesse de la croissance économique. Et aujourd'hui, nous vivons une période dérangeante, bizarre, où cette promesse devient friable. La croissance est devenue, depuis presque 30 ou 40 ans, intermittente, fugitive. On ne sait plus vraiment si on doit compter sur elle. Et si cette promesse devait disparaître, pour toutes sortes de raisons que j'analyse évidemment dans le livre, que deviendrions-nous ? Que deviendrait cette promesse du progrès si elle était brutalement amputée de cette promesse du progrès matériel ? La société industrielle maintient les cadres sociologiques, mentaux de la société agraire. Ça reste une société verticale, une société d'obéissance, une société patriarcale. Et si on prend le Fordisme, qui est au fond le type idéal de ce que la société industrielle a offert, c'est une société où les patrons, les ingénieurs, les contremaîtres, les ouvriers sont dans un lien de subordination qui est parfaitement identique à celui qui a été inventé par les sociétés agraires dès l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire des sociétés hiérarchiques où on répète plusieurs fois à l'identique un ordre de dépendance. Le roi a 10 barons, qui ont 10 chevaliers, qui ont 10 métayers, qui ont 10 paysans, qui ont 10 enfants. Et si on a 6 échelons hiérarchiques de cette nature, eh bien on peut avoir un degré de complexité relativement simple, puisque une personne commande 1 million, s'il y en a 10 puissance 6, qui se répètent plusieurs fois à l'identique. Et la société industrielle réussit, à son âge d'or, on va dire l'âge d'or des 30 Glorieuses par exemple, à offrir une société parfaitement hiérarchique, verticale, où chacun est à sa place et qui pourtant, grâce à la promesse de la croissance économique, fait rêver chacun qu'il va rattraper les autres. Dans les années 50-60, chacun peut rêver qu'il aura, et en effet, dans 5 ou 6 ans, le taux d'équipement, de voitures, de télévision, etc., de celui qui le commande. Donc on a une société immobile du point de vue sociologique, mais qui peut dynamiquement faire rêver à chacun d'un monde égalitaire. Ça, c'est la première grande mutation. Et la deuxième dans laquelle nous sommes entrés, beaucoup plus compliquée, c'est celle qui fait passer d'un ordre industriel à un ordre post-industriel. Alors toujours à suivre Engelhardt, la société verticale tend à devenir horizontale. Nous sortons du monde de la survie, où la question, comme dans la société rurale, était d'arriver à vivre dans le monde rural ou dans le monde industriel. Grâce à la scolarisation de masse, grâce à l'État-providence, nous nous arrachons à la superstition et au dénuement. La question de la survie devient seconde. Et pour Engelhardt, c'est seulement maintenant que nous pouvons donner chair aux valeurs des Lumières qui ont été bafouées par la société d'autorité, d'obéissance qu'on a connue avec la société industrielle. Et c'est maintenant que nous pouvons passer d'une société d'obéissance à une société de liberté, d'une société où la créativité remplace l'autorité comme valeur structurante de la société. Car Engelhardt fait apparaître une promesse qui n'est hélas pas réalisée. Alors, elle n'est pas réalisée pour plusieurs raisons, certaines que j'avais étudiées dans Homo economicus, qui est que d'abord la richesse n'est jamais, au fond, ce à quoi les gens peuvent se satisfaire, c'est bien la croissance, le supplément de richesse, ce qui permet de rêver à une mécanique qui permet à chacun de s'élever au-dessus de sa condition. C'est ça le cœur du fonctionnement de la société moderne. Mais plus profondément, la société post-industrielle fait advenir une société, pour simplifier, pour la qualifier plus précisément, une société numérique qui installe un nouveau modèle productif, un modèle productif à coût zéro, où toutes les tâches qui peuvent être répétées tendent à être numérisées.
c'est-à-dire un monde dans lequel vous n'avez pas le droit à la répétition. Toute tâche qui, le lendemain, répète celle de la veille, a vocation à être remplacée par un logiciel. Et donc, nous vivons dans un état d'insécurité psychique permanente qui fait dire à un philosophe comme Pierre Legendre que nous vivons en effet au-dessus de nos moyens psychiques. Et cet état d'insécurité dans lequel la société numérique nous fait entrer, eh bien, évidemment, rend impossible ce que Engelhardt nous annonce, c'est-à-dire rend impossible une société dans laquelle on pourrait en effet changer de registre, passer de l'âge de la survie à l'âge de l'autonomie et de la liberté. Nous sommes dans un régime en réalité qui reprend d'une main ce qu'elle nous donne de l'autre. Donc voilà le point, si je puis dire presque de départ, et toute la question qui partage les économistes aujourd'hui, et en réalité c'est le véritable point de départ de ce livre, c'est qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre comme promesse nouvelle, au-delà de cette menace de voir nos emplois, s'ils se répètent, être numérisés. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette société numérique comme promesse identique à celle que la société industrielle, avec ses électroménagers et ses voitures, nous a fait imaginer. Il y a les premières écoles, l'école dite de la croissance endogène, pour laquelle nous vivons dans quelque chose qui augure d'une nouvelle singularité. C'est la loi de Moore. Alors oui, elle numérise tout, donc c'est une menace, un processus assez classique de destruction des emplois, mais les promesses qu'elles font apparaître sont au-delà de notre imagination. Donc pour prendre certains futurologues, comme un certain Ray Kurzweil, qui est le leader d'une école qu'on appelle l'école transhumaniste, nous sommes sur le point d'une nouvelle fusion entre la biologie et l'informatique. Nous allons pouvoir insérer dans nos cerveaux des molécules nouvelles. Nous allons pouvoir bientôt, si les promesses des microprocesseurs sont au rendez-vous, faire tenir dans une clé USB la totalité de la mémoire qui est dans un cerveau humain. Et en 2070, avant la fin du XXIe siècle, toujours à suivre cet auteur, un peu fantasque, mais pris très au sérieux par les économistes, eh bien c'est dans la même clé USB que l'on pourrait faire tenir la totalité de la conscience de l'ensemble des humains, de la totalité des mémoires, de la mémoire humaine dans une clé USB. Dans une clé USB. Mais qui possédera la clé USB? Alors, qui possédera la clé USB, c'est une première question. Sans doute qu'elle sera replicable. Et à ce moment-là, explique Kurzweil, eh bien, tout simplement, l'intelligence humaine saturera l'humanité. L'immortalité deviendra une possibilité. Et donc, nous partirons dans une autre galaxie. Donc voilà, pour les plus enthousiastes, de ceux qui croient dans la capacité de la croissance économique. Et bon, là, vraiment, pour le coup, de nous hisser au-dessus de notre condition. Et puis en face, on a une bande de grognons, dont le chef de file s'appelle Robert Gordon, qui est un vieux monsieur, professeur à Northwestern à Chicago, et qui explique que tout ça, c'est beaucoup de baratin, qu'en réalité, si je regarde la société de consommation qui est en train d'advenir, elle ne se compare absolument pas aux promesses de celles que la société industrielle du XXe siècle nous a permis de découvrir. À part le smartphone, il n'y a rien qui puisse se comparer, dit Gordon, à l'électricité qui permet de lire jusqu'à tard le soir, les ascenseurs, l'air conditionné. Gordon lui-même, je le disais, habite à Chicago. Il dit à Chicago, il fait 50 degrés en été, moins 50 degrés en hiver. L'air conditionné me fait aller à 20 toute l'année. Et pour Gordon, en réalité, la société industrielle a fait advenir une grande transition de l'histoire humaine. On est passé des campagnes à la ville. La seconde révolution industrielle, celle de l'électricité et du moteur à explosion, a rendu la vie urbaine possible. Voilà, on a des télévisions, on est chauffé et on a l'air conditionné, mais au-delà de ça, ce que la société post-industrielle fait advenir, c'est une société qui va en réalité gérer ce que les économistes appellent les externalités négatives de la société industrielle, c'est-à-dire il y a beaucoup trop de monde, donc on va rationaliser tout ça. Pour Gordon, par exemple, les avions ne vont pas plus vite entre Paris et New York qu'il y a 70 ans, mais ils font moins de bruit, consomment moins de kérosène. Donc, au fond, la promesse de la société post-industrielle, ça n'est pas de nous faire rêver un nouvel univers, mais c'est simplement de nous apprendre à vivre plus compact, plus rassemblé. On peut se téléphoner où tu es, bon, c'est sympa, mais ça ne se compare pas à tout ce que la révolution industrielle du XXe siècle a fait advenir. Nous vivons un immense paradoxe qui est que nous vivons dans une révolution industrielle extraordinaire, sans doute, mais sans croissance. Nous vivons une révolution industrielle sans croissance, c'est-à-dire que nous avons tous ces déchaînements d'économie numérique, d'innovation de tout sens, mais qui n'ont plus la force de traction
qu'ont pu représenter la société de la deuxième révolution industrielle. Et pour le dire d'un mot, la raison principale pour laquelle cette société industrielle n'a pas la même force de traction, la société numérique, malgré toutes ses promesses, n'a pas la même force de traction que la société électrique, c'est assez simple. La société électrique avait fait passer les paysans des campagnes dans les villes, mais dans les villes, leur avait donné des emplois industriels, eux-mêmes à forte croissance. Les technologies de la seconde révolution industrielle étaient, dans le langage des économistes, complémentaires du travail humain. Aujourd'hui, la question, c'est quelles tâches les logiciels vont remplacer. Il n'y a plus de complémentarité, il y a substituabilité. C'est l'un ou l'autre. Et donc, nous sommes comme privés d'une moitié de la croissance économique. Les gens sont remplacés dans leurs tâches par des logiciels, mais précisément, les seuls emplois qui survivent sont ceux qui ne sont pas codifiables, donc ce sont nos emplois à nous. Parler, voilà, toutes sortes de choses, mais qui ne génèrent pas des gains de productivité et donc de croissance semblables à ceux que les ouvriers des usines Renault ont pu produire en quittant les campagnes. La société numérique ne produit pas une société de consommation en propre, à part le smartphone qui rend très sympathique de pouvoir se téléphoner. En fait, bizarrement, la société numérique ne fait pas advenir de société de consommation nouvelle. Si on écarte ce qu'elle permet de faire avec les biens anciens, les voitures ou les avions qu'elle permet de mieux gérer, ce que la société numérique fait advenir, c'est tout simplement une société d'interaction sociale, c'est-à-dire une société dans laquelle le lien à autrui devient en réalité le cœur de ce qu'elle produit en elle-même. Et là, la curiosité, qui est bien connue là encore en réalité des sociologues et des économistes, mais qui est ce que nous avons du mal à accepter et à admettre, la curiosité, c'est que cette société d'interaction sociale qui promet une libre communication de chacun avec tous, en réalité, produit une société qui est beaucoup plus endogame que ce qu'elle annonce. C'est-à-dire que la société d'interaction sociale, c'est le droit de communiquer, mais en réalité de communiquer avec ses pairs. Et quand on regarde où va l'argent qui est libéré par ces gains de productivité, pour l'essentiel, ce sont des biens qui sont très liés à l'obsession que nous avons tous de pouvoir être socialisés ou socialiser nos enfants dans un environnement social qui nous ressemble. En fait, le terme de cette société numérique, c'est une société où la société se consomme elle-même, elle se consume elle-même, si on peut dire, dans la recherche d'une endogamie sociale, rester avec ses pairs, entre soi, qui en réalité devient aussi une source de claustrophobie sociale. Si on met tout ça bout à bout, on voit que la promesse annoncée par Engelhardt, je termine de manière très négative, mais dans le livre, il y a un certain nombre de contrepoints pour essayer d'échapper à tout ça. Mais si on met tout ça bout à bout, on voit que la promesse d'Engelhardt, qui est une aspiration réelle des personnes, échapper à la société d'autorité, d'obéissance, de verticalité qui avait été proposée par la société industrielle, se transforme en un piège. C'est une société d'insécurité, parce qu'on ne sait pas quel est l'emploi qui va être numérisé. Et c'est une société, en réalité, qui crée cette endogamie sociale où chacun restant entre soi a la peur de l'autre. Donc là, on retrouve le monde clos. Là. On retrouve un monde clos. Et donc, c'est une société par un désir infini qui se referme sur elle-même.